poursuivre avec mon confrère, le docteur Julien Poimboeuf. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chef de clinique universitaire, vous êtes à la faculté de médecine de l'université de Rennes 1. Et là, vous allez nous parler de l'évaluation de l'impact de la participation à l'unité d'enseignement de médecine intégrative et thérapie complémentaire de Rennes sur les représentations sociales des étudiants en second cycle. Merci. Bonjour, je suis effectivement chef de clinique, alors maintenant enseignant depuis quelques semaines, et je suis médecin généraliste. Je travaille à SOS Médecins à Rennes. Ce qui va nous intéresser donc aujourd'hui, c'est l'évaluation d'un enseignement qui a eu lieu donc à Rennes il y a maintenant 2 ans et qui a lieu tous les ans. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. En 2012, l'OMS, dans ses différentes stratégies qu'elle a émises, a fait une enquête. Et au cours de cette enquête, il en est ressorti que 39 pays sur les 129 pays interrogés présentaient des enseignements universitaires concernant les médecines intégratives et les thérapies complémentaires. Dans les différentes stratégies depuis 2002, l'OMS a émis des objectifs concernant les évaluations de ces thérapeutiques et notamment pour ces évaluations la mise en place de recherches, mais aussi de programmes de formation envers les étudiants en médecine et les étudiants d'autres formations médicales et paramédicales. L'Académie de médecine s'est penchée sur le sujet en 2013 et a émis des recommandations concernant la nécessité d'informer les étudiants en médecine concernant ces thérapeutiques et la nécessité aussi de mettre en place des recherches concernant ces thérapeutiques. En 2015, l'Ordre des médecins déclarait qu'il y avait un peu plus de 6000 médecins qui eux-mêmes avaient déclaré auprès de l'Ordre des pratiques concernant ces thérapeutiques complémentaires et que 40% des patients en France y avaient accès. En 2017, le collège universitaire interdisciplinaire de médecine intégrative et thérapeutique complémentaire a été créé et a notamment pour objectifs, qui sont cités sur son site internet, de promouvoir et d'encadrer les enseignements et les formations universitaires, ainsi que de promouvoir les recherches dans ce domaine. À Rennes, le professeur Éric Méner est entré en 2018 dans le conseil d'administration du CUMIC et, sous l'égide de notre doyen, a mis en place une UE de médecine intégrative pour les étudiants de second cycle. Dans les objectifs écrits de cette formation, les apprenants devaient être capables de répondre à une demande ou de l'intégrer dans leur thérapeutique future. Il devait être identifié des représentations sociales de ces étudiants et de voir comment on pouvait les faire évoluer avec l'enseignement. Cet enseignement concernait 110 étudiants avec un programme de formation de 22 heures. Afin que nous puissions ensemble parler, je dirais, des mêmes choses, il était important pour moi de définir avec vous ce qu'est une représentation sociale. Jodelet parle d'une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction de la réalité commune à un ensemble social. Abric, lui, dit qu'il s'agit d'une vision fonctionnelle du monde qui permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre système de référence, donc de s'y adapter, de s'y définir une place. Enfin, Rousseau et Bonnardi
parlent, eux, d'une organisation d'opinion socialement construite relativement à un objet donné, résultant d'un ensemble de communications permettant de maîtriser l'environnement et de se l'approprier en fonction d'éléments symboliques proposés à son ou ses groupes d'appartenance. Autrement dit, ici, notre groupe seront les étudiants en médecine et notre objet seront les médecines intégratives et les thérapies complémentaires. L'objectif de notre étude était d'étudier l'impact à la participation de l'UE de médecine intégrative sur les représentations sociales des étudiants en second cycle, avant la participation à cette UE et après, et ainsi de pouvoir en comparer et d'en voir l'évolution. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude dite diachronique, cela signifie avec une analyse avant et après, à partir d'une association libre. Pour bien vous expliquer comment nous avons procédé, le premier jour du premier enseignement, nous avons distribué à l'ensemble des étudiants un tableau à 3 colonnes. Et nous nous sommes quand même présentés, mais après, nous n'avons pas dit un mot de plus. Nous leur avons cité la phrase qui est écrite ci-dessous. Quels mots ou groupes de mots vous viennent à l'esprit quand vous entendez parler de médecine intégrative et de thérapie complémentaire? Dans ce tableau, ils devaient remplir sur la colonne du milieu 5 mots ou groupes de mots, un par ligne. Et c'est là qu'il s'agit d'une association libre. Ils avaient la liberté de choisir les termes qu'ils écrivaient. Dans la colonne de droite, nous leur avons demandé, une fois qu'ils avaient inscrit ces 5 mots ou groupes de mots, d'y apporter un rang d'importance, le 1 étant le plus important et le 5 le moins important. Et dans la dernière colonne, nous leur avons demandé d'apporter un indice de polarité ou de neutralité. Si ce qu'ils avaient écrit était pour eux positif, ils y indiquaient un plus, négatif un moins, et si c'était neutre, un 0. Ainsi, avec l'ensemble de ces données, cela donne un tableau, avec le croisement de la fréquence et du rang d'importance. Le noyau central est représenté par les termes les plus fréquemment retrouvés avec les rangs les plus importants. La deuxième case, appelée première périphérie, on retrouve les termes les plus fréquents, mais avec des rangs de moindre importance. Troisième case, les éléments contrastés ayant une fréquence moins importante, mais un rang important. Et la deuxième périphérie, une fréquence moins importante et un rang moins important. Concernant les résultats, avant l'UE, nous avons eu 57 réponses analysables avec un taux de 56% concernant l'ensemble des participants. Ce taux s'explique par le fait que l'enseignement n'était pas obligatoire. Après l'UE, nous avons un taux de réponse qui passe à 61%. Et ce deuxième temps a été réalisé le jour de l'examen. Le jour de l'examen, nous avons demandé aux étudiants d'indiquer donc sur le même tableau, de réaliser le même exercice, mais en plus nous indiquer s'ils avaient participé au premier tableau. Et là, on voit qu'il y a une différence quand même de réponse. Les mots ou groupes de mots ont été regroupés par termes génériques avec l'accord entre 2 évaluateurs, moi-même et le directeur de mon mémoire, le professeur Pierrick Renou. Concernant les résultats du noyau central avant l'enseignement, on y retrouve le terme hypnose avec une fréquence de 14%. Et donc, les fréquences qui étaient considérées comme importantes étaient les fréquences au-delà de la fréquence moyenne, et pour le rang d'importance, au-delà, en dessous du coup du rang moyen. Donc les 2 termes qui appartiennent au noyau central avant
l'enseignement étaient hypnose et médecine alternative. Concernant la première périphérie, avant l'enseignement, on y retrouvait le terme acupuncture et le terme homéopathie, avec donc des fréquences moins importantes, mais des rangs importants. Et la connotation allait de 1 à moins 1, les connotations de 1 à 0 étant des connotations positives, une connotation de 0 neutre et une connotation négative, une connotation du coup négative. Donc là, on voit que l'homéopathie avait une connotation négative au regard des étudiants. Concernant les éléments contrastés, il s'agissait d'éléments avec une importance faible, mais une fréquence faible, mais un rang d'importance élevé. Et là, on y retrouvait 10 termes, et notamment les termes de prise en charge complémentaire et de prise en charge globale. La deuxième périphérie était composée de 15 termes, avec notamment ostéopathie, bien-être, phytothérapie. Ces 3 termes avaient des fréquences plus importantes que les autres termes qui avaient des fréquences inférieures ou égales à 3,5%. Après l'UE, le noyau central était composé de prises en charge complémentaires, avec une fréquence importante et un rang important, et une connotation très positive, puisqu'elle est de 0,9, et avec un maximum de 1. L'autre terme qui était retrouvé était prise en charge globale, lui aussi avec une fréquence importante, un rang important et une connotation maximale. Aucun élément n'était retrouvé dans la première périphérie après l'enseignement. Concernant les éléments contrastés, ils étaient composés de 17 termes avec des fréquences très différentes. On y retrouvait hypnose, ostéopathie, mais aussi relations bienveillantes de confiance, individualisation de la prise en charge, choix du patient et intégration à un traitement conventionnel. La deuxième périphérie était quant à elle composée de 22 termes. On y retrouvait les termes acupuncture, homéopathie, risque potentiel, phytothérapie, et les 18 autres termes étaient très peu fréquents, avec une fréquence inférieure à 2,3%. Ce qu'il est important de comprendre dans un travail sociologique, c'est toute l'importance du noyau central. Dans la littérature, il est bien décrit que le reste des périphéries dépend de la nature propre du noyau central. Et ce noyau central est, encore une fois, selon la littérature, difficile à changer. Ce que montre notre étude, c'est qu'il y a une réelle évolution de ce noyau central. On passe de termes synonymes à médecine intégrative, avec hypnose et médecine intégrative dans le noyau central avant l'enseignement, à de réelles représentations sociales que sont la prise en charge globale et la prise en charge complémentaire. Il y a une réelle évolution de la structure des pensées des étudiants suite à l'enseignement délivré. Au-delà de ça, d'autres termes sont retrouvés dans les éléments contrastés qui n'étaient pas présents avant l'UE. Et ceci montre à quel point ce noyau central donne tout un sens aux différents éléments qui ont évolué dans la représentation sociale des étudiants. Comme je disais, ce noyau central, il concrétise, régule et défend les significations centrales des représentations sociales. Et que ces nouveaux termes, qu'individualisation de la prise en charge, relation de bienveillance et de confiance, intégration à un traitement conventionnel qui était complètement absent
des représentations sociales et des termes avant l'UE apparaissent suite à l'enseignement. Il est aussi dit dans la littérature que lorsqu'il est retrouvé à travers ce travail de recherche, des synonymes dans un noyau central, on ne peut pas réellement parler de représentation sociale des étudiants. Autrement dit, le fait de retrouver quasiment que des synonymes dans le noyau central avant l'enseignement laisse penser que les étudiants n'avaient pas réellement d'idée ou de représentation de ce qu'étaient les médecines intégratives. L'autre exemple, ou l'autre point important, c'est qu'avant l'UE, on retrouve 12 thérapies citées et uniquement 6 après l'UE, ce qui montre bien l'évolution dans la représentation des étudiants. Toutes les connotations étaient positives concernant les thérapies citées, sauf l'hypnose. L'homéopathie. Homéopathie, pardon. Concernant les apports de la formation, on voit que ce travail de représentation sociale a des conséquences importantes sur les représentations sociales des étudiants. Cela permet aux étudiants de voir comment un enseignement peut faire évoluer les représentations qu'ils ont d'un sujet. C'était aussi très important pour les enseignants de pouvoir se rendre compte à quel point l'enseignement qu'ils avaient délivré pouvait faire évoluer les représentations des étudiants. Nous avons bien évidemment beaucoup discuté de ce travail-là avant d'avoir les résultats, et beaucoup d'enseignants se demandaient si d'autres termes peu, je dirais, engageants envers les thérapies allaient être retrouvés. Des termes comme charlatanisme, ou en tout cas, mais nous n'avons pas retrouvé ces termes-là. Et cela montre que les préjugés que pouvaient avoir les enseignants ne se sont pas retrouvés dans la représentation sociale des étudiants. Ce travail a aussi été important en termes d'originalité concernant l'évaluation d'un enseignement. Cette présentation a été faite en conseil pédagogique et a permis aux personnes présentes, notamment aux doyens, de comprendre comment on pouvait faire différemment une évaluation d'un enseignement. Et aussi, du coup, comment, à travers un enseignement, on pouvait faire évoluer les concepts des étudiants, mais aussi de les évaluer. Concernant les forces de cette étude, il s'agit, après nos recherches, de la première étude évaluant l'impact d'une formation sur les représentations sociales d'étudiants en médecine. Le fait d'utiliser une association libre, c'est-à-dire de ne pas contraindre les étudiants au moment où ils remplissaient leur tableau à faire le choix d'un certain nombre de termes, mais vraiment leur laisser la liberté totale, et aussi une force de cette étude. Le nombre d'étudiants interrogés était conséquent. Les faiblesses étaient bien sûr un biais de sélection, car tous les étudiants se sont inscrits de manière volontaire à cet enseignement-là, et il n'était pas délivré à l'ensemble des étudiants de second cycle de la faculté. Enfin, il est bien écrit dans la littérature que le choix des mots inducteurs est très difficile à mettre en place pour réellement aller évaluer l'impact d'une représentation sociale. Enfin, pour conclure, on peut dire que cet enseignement-là, concernant les médecines intégratives et thérapies complémentaires, a eu un fort impact sur les représentations sociales des étudiants. Le noyau central a évolué de synonymes vers de réelles notions de représentation sociale que sont les prises en charge globales et complémentaires. De nouvelles notions sont apparues après l'UE, comme individualisation de la prise en charge,
relation bienveillante et de confiance, et intégration à un traitement conventionnel. Et on peut conclure que les objectifs des enseignements ont été atteints. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre et de voir l'importance de cet enseignement. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui venaient à cet enseignement se destinaient plutôt à la médecine générale ou plutôt à des spécialisations? Est-ce que vous avez eu... Non, on n'a pas eu de réponse à cette question-là. Il est très difficile de vous répondre, je ne saurais dire. D'accord. Finalement, l'Académie de médecine, elle s'intéresse très tardivement, vous l'avez rappelé, en 2015, à ces aspects. Comment vous interprétez le fait que c'était si long à tout d'un coup prendre conscience de l'importance? Je ne veux pas rentrer dans une Ouais, polémique, mais c'est vrai qu'il y a un décalage, qui existe, et je crois que ici on en est tous conscients entre la réalité et un chiffre qui est important, c'est qu'en 2015, c'est 40% des patients qui font appel à ces thérapeutiques-là. Et ce décalage avec la réalité universitaire, la date de création du CUMIC en est aussi un exemple, alors que dans bien d'autres pays dans le monde, on sait que l'intégration universitaire est, est plus réelle que chez nous, quoi. Mais je dirais, il faut rester positif, et même si la prise de conscience est tardive, elle est là. Ce congrès en est une autre preuve, et je pense qu'il faut plutôt regarder vers l'avant. Bien sûr. Alors, pareil, je ne veux pas rentrer non plus du tout dans des polémiques, mais vous avez, dans votre diaporama, indiqué que finalement, après cet enseignement, c'est l'homéopathie qui apparaît comme un peu le parent pauvre, ou la perception, en tout cas, est la plus négative. Comment vous interprétez ça? Premièrement, je ne suis pas un spécialiste de l'homéopathie. Je crois que les derniers mois, les dernières années, avec les polémiques et à quel point on a pu entendre parler de cette thérapeutique-là, et les conséquences que ça a eu sur les remboursements, enfin, pour le coup, des conséquences réelles sur la prise en charge des patients, n'a pas fait bonne presse à cette spécialité, enfin, en tout cas cette pratique. Et il est sûr qu'on a beaucoup moins entendu parler d'autres pratiques. Donc, est-ce que les représentations sociales des étudiants, là, sont influencées par l'actualité? D'accord. Par contre, l'hypnose, c'est ce que vous avez montré, et au contraire, intéresse beaucoup, semble intéresser beaucoup de monde à ce moment-là. Enfin, la représentation, en tout cas, est très positive. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus cette pratique. Et moi, à titre personnel, les chirurgiens me racontaient que certaines interventions, ils arrivaient pratiquement à les faire... ils les font sous hypnose. Enfin, il faut être très bien entraîné, bien entendu. Mais et des confrères qui n'y croyaient pas forcément. D'où l'intérêt. Enfin, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à ça, mais on a des éléments très intéressants de ce côté-là. Effectivement, cette pratique, elle est beaucoup plus connue et pratiquée dans le monde hospitalier. Et donc, les étudiants, ils sont confrontés, parce qu'en stage, quand ils vont au bloc opératoire et qu'ils voient des interventions, par exemple de la thyroïde, avec l'anesthésiste qui pratique des techniques d'hypnose pour permettre aux chirurgiens de travailler sans réaliser une anesthésie générale, ce sont des pratiques qui sont donc connues des étudiants. Je dirais que concernant l'hypnose, il y a tellement de facettes entre prendre en charge un patient pour une intervention chirurgicale, lui apprendre à faire de l'auto-hypnose pour,
par exemple, gérer une douleur ou aller faire de l'hypnothérapie pour, je dirais, aller rechercher les causes et que le patient se traite par lui-même ou comprenne en tout cas pourquoi il a peur du vide. On est vraiment dans des pratiques très différentes, avec des objectifs très différents. Mais je crois que la grande différence, c'est que c'est beaucoup plus connu des étudiants parce que pratiqué aujourd'hui de plus en plus, contrairement à l'homéopathie, si on reste sur ces exemples-là, dans les services hospitalo-universitaires. Oui. Alors on a une question, donc très intéressant, ça, c'est certain. Quelles ont été les professions exclues, entre guillemets exclues, lors de la réalisation du deuxième tableau après le cours? Comment ça, les professions exclues sur vous voulez dire entre les 12 thérapies retrouvées avant et les 6 qui étaient retrouvées après? Je pense que c'est le sens de la question. À vrai dire, j'ai plus ça en tête, je suis désolé. C'était pas, je pense, une histoire d'exclusion. En tout cas, il faut pas le voir comme ça. Dans les représentations sociales, le fait de citer des synonymes, c'est-à-dire le fait d'avoir 12, de passer de 12 à 6, c'est plutôt un signe que, en fait, les étudiants se sont rendus compte que dans la manière pour eux ce que ça représentait, c'était pas de reciter une thérapeutique qui faisait que c'était une représentation. Donc c'est pas une histoire d'exclusion ou d'inclusion. Au contraire, le fait d'en avoir moins après, ça veut dire qu'ils ont plus été écrire des termes qui, pour eux, représentaient réellement un impact de ces thérapeutiques-là. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est ça, ouais. Et pourquoi cet enseignement, vous envisagez de le rendre obligatoire dans le cursus du deuxième cycle? Non, parce que c'est un peu dommage. Enfin, c'est bien que ça soit facultatif, mais disons que ça pourrait être intéressant de le rendre obligatoire. Parce que quand même, il y a beaucoup de soins de support qui sont issus de toutes ces interventions non médicamenteuses, autant que l'ensemble des étudiants aient une bonne connaissance, si vous voulez, de ces pratiques. Alors, à titre individuel, je dirais qu'effectivement, ça peut être très intéressant. Après, je vous invite à poser la question à mon doyen et à son comité pédagogique qui, je dirais, établissent les programmes de formation. Bien sûr qu'il y a un cadre à respecter, mais en tout cas, sur les UE optionnels, réalise le programme. Donc, on a, je dirais, déjà la chance de pouvoir réaliser cette UE, de pouvoir la poursuivre. Je dirais que ça participe à l'ouverture des universités concernant ces thérapeutiques-là. On continue à Rennes à travailler sur ce et ces sujets-là, à continuer de faire rentrer dans l'université des professionnels qui pratiquent et qui viennent à la rencontre d'autres universitaires. Et peut-être qu'un jour, effectivement, il y aura une prise de conscience qui permettra que cette UE soit proposée à tous les étudiants en second cycle. Très bien. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et puis des perspectives d'avenir qui sont quand même extrêmement encourageantes. Puis une ouverture d'esprit, je dirais, que l'on voit maintenant un petit peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, vous avez cité l'Académie, mais au niveau du Conseil de l'Ordre aussi des médecins. Enfin, on voit quand même une évolution qui est extrêmement encourageante et de la part des pouvoirs publics. Et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit en France que beaucoup de doyens s'intéresse beaucoup à ça et l'intègre vraiment dans ce cadre hospitalo-universitaire. Donc merci beaucoup de votre intervention. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.